Avant de devenir l'un des hommes les plus riches et les plus respectés du cinéma asiatique, Jet Li a connu une enfance que très peu de gens pourraient endurer. Car avant les villas à plusieurs millions, avant les voitures silencieuses et les voyages privés, il y avait la dureté d'un quartier pauvre, la perte et une solitude que même la gloire ne pourra jamais effacer. Jet Li naît à Pékin, en 1963, dans une Chine encore marquée par l'austérité et les restrictions. Sa famille est modeste, très modeste. La pauvreté n'est pas un concept, c'est une réalité quotidienne. Les repas sont simples, les vêtements sont vieux, et les rêves presque interdits. La vie n'offre pas beaucoup de place pour les ambitions. À seulement 2 ans, Jet Li vit son premier choc. Il perd son père, un événement qui brise la famille comme un vase qui tombe au sol sans jamais pouvoir être recollé complètement. Sa mère se retrouve seule avec 5 enfants. Jet Li, le plus jeune, n'a même pas réellement connu l'homme qui lui a donné la vie. C'est dans ce contexte difficile que Jet Li découvre, par hasard, le wushu. Un maître d'arts martiaux voit en lui une énergie, une discipline naturelle, un feu intérieur impossible à ignorer. Jet Li est frêle, petit, maigre même, mais la précision de ses mouvements dépasse déjà celle des autres enfants. L'art martial devient sa respiration. Pendant que d'autres enfants jouent, lui s'entraîne. Pendant que sa mère se bat pour nourrir la famille, lui répète encore et encore les mêmes gestes, dans le froid ou la chaleur. À 8 ans, son talent explose au grand jour. Jet Li devient un prodige. Un enfant qui, sans comprendre l'ampleur de ce qui lui arrive, gagne des compétitions et attire l'attention des autorités sportives chinoises. C'est là que commence son ascension. Pas vers le luxe, pas encore, mais vers l'excellence. Car ce que personne ne sait, c'est que derrière ses victoires, Jet Li vit une pression brutale. Dès l'enfance, il est traité comme un outil national, un symbole, un espoir de victoire pour la Chine. Les entraînements sont durs, les blessures fréquentes, l'enfance sacrifiée. Jet Li ne connaît pas les jouets, les vacances, les week-ends. Il connaît la discipline. Et surtout, la solitude. Cette solitude, il la gardera toute sa vie, même au sommet du luxe. Car Jet Li comprend très tôt que la réussite a un prix, et qu'il le paiera en silence. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que ce début de vie difficile va forger une légende. Un homme qui, grâce à une combinaison rare de talent, de discipline et d'intelligence, deviendra l'une des plus grandes fortunes du cinéma martial. Un homme qui transformera la pauvreté en puissance. Et la souffrance en héritage. Après avoir dominé les compétitions de wushu en Chine, Jet Li se retrouve propulsé vers une trajectoire totalement inattendue, le cinéma. Au départ, il n'y pense même pas. Il n'a jamais rêvé d'être acteur. Il voulait juste aider sa famille, gagner un peu d'argent et rendre fière sa mère. Mais Hollywood, lui, l'avait remarqué. Tout commence au début des années 1990, quand le cinéma asiatique explose dans le monde entier. Jackie Chan, Donnie Yen, Michelle Yeoh, les stars martiales deviennent internationales. Et au milieu de cette vague, un nom commence à attirer l'attention, Jet Li. Son style est unique. Sa vitesse est presque irréelle. Ses mouvements semblent plus chorégraphiés que ceux d'un danseur, mais plus dangereux que ceux d'un guerrier. Hollywood n'a jamais vu ça. C'est alors que Jet Li reçoit une proposition qui va changer sa vie. Jouer le méchant dans L'Arme fatale 4, aux côtés de Mel Gibson et Danny Glover. Pour comprendre l'impact de cette décision, il faut imaginer Jet Li, un homme qui ne parle presque pas anglais, qui quitte un pays où il est une icône nationale, pour un monde inconnu, dont il ne maîtrise ni la langue ni les codes. Mais Jet Li a appris une chose dans son enfance. Quand une porte s'ouvre, même un peu, tu la traverses sans hésiter. Dès son arrivée sur le plateau hollywoodien, quelque chose change. Les cascadeurs le regardent comme s'il venait d'un autre monde. Mel Gibson lui-même avoue avoir eu peur en voyant la vitesse de ses coups. Jet Li, discret, souriant, ne comprend pas vraiment ce qu'on lui reproche. Jusqu'à ce qu'on lui demande de ralentir parce que la caméra n'arrive pas à suivre. Ce rôle, pourtant secondaire, devient viral. Jet Li ne joue pas un méchant. Il incarne un phénomène. Les spectateurs ne retiennent que lui. Les producteurs aussi. Hollywood lui propose alors des rôles principaux. C'est ainsi qu'il tourne des films comme Romeo Must Die, Kiss of the Dragon, The One, et plus tard Hero. À chaque film, son cachet augmente. À chaque apparition, son nom prend de la valeur. Jet Li n'est pas juste un acteur martial. Il devient une marque, un symbole d'élégance, de puissance et de perfection technique. Et c'est là que commence la construction de sa fortune. Contrairement à beaucoup d'acteurs, Jet Li ne dépense pas immédiatement tout ce qu'il gagne. Il investit.
Il achète des biens immobiliers, des parts dans des entreprises, des propriétés à l'étranger, et surtout, il diversifie ses revenus. Il comprend très vite que la célébrité est fragile. Un jour tu brilles, le lendemain tu es oublié. Alors il prépare le futur, comme s'il anticipait déjà la tempête qui arrivera. Hollywood l'adopte. La Chine le célèbre. Le monde entier le regarde. Jelly devient une icône planétaire, respecté des maîtres martiaux comme des businessmen. L'enfant maigre de Pékin est devenu un homme qui vaut des millions. Mais derrière cette ascension, le public ignore encore tous des secrets, des souffrances et des sacrifices qui, eux, n'ont jamais quitté Jelly. En 2025, Jelly est ce qu'on appelle discrètement un empire silencieux. Contrairement à beaucoup de célébrités qui exhibent leur villa sur Instagram, lui ne montre rien. Et pourtant, son patrimoine immobilier est l'un des plus impressionnants parmi les stars asiatiques de sa génération. Tout commence au début des années 2000, au moment où Jelly commence à gagner de gros cachets à Hollywood. Tandis que d'autres acteurs dépensent dans des montres, des yachts, des fêtes, Jelly fait exactement l'inverse. Il achète la pierre. Des maisons, des appartements, des terrains. Toujours au bon endroit, au bon moment. Mais c'est lorsque Jelly s'installe à Singapour que son empire immobilier prend une dimension incroyable. Jelly achète une immense propriété à Bukit Timah, l'un des quartiers les plus riches du pays. Au premier regard, rien ne laisse deviner l'intérieur. De dehors, on voit un portail noir, des murs propres, rien d'ostentatoire. Mais derrière ces murs se cache une demeure digne d'un film hollywoodien. La villa fait plus de 20 millions de dollars, selon des agents immobiliers locaux. Piscine, jardin zen inspiré du bouddhisme, salle de méditation, salle de cinéma privé, une bibliothèque gigantesque remplie de manuscrits d'arts martiaux. Et surtout, un dojo personnel, construit spécialement pour lui. Jelly ne vit pas dans le luxe tapageur. Il vit dans le calme, le silence, la spiritualité. Son luxe à lui, c'est la paix. À Los Angeles, Jelly possède une autre demeure, beaucoup plus moderne. Une maison ultra-minimaliste, faite de verre, de béton et de bois. Une architecture presque thérapeutique, comme si la maison avait été construite pour soigner son esprit autant que son corps. Cette propriété, estimée à 12 millions de dollars, surplombe la ville avec une vue panoramique. C'est ici que Jelly reçoit des producteurs, écrit, médite et se ressource après les tournages éreintants. Chaque pièce est pensée pour réduire le stress, la lumière, le bruit. Ce n'est pas une maison de star. C'est un sanctuaire. Jelly possède également un penthouse en Chine, qu'il utilise pour ses fondations caritatives. Une villa au Japon, proche d'un temple où il se rendait régulièrement pour méditer. Des biens à Hong Kong, achetés au bon moment, bien avant l'explosion des prix. Et plusieurs terrains agricoles, qu'il a transformés en zones de préservation de la nature. Pour Jelly, posséder de l'immobilier n'a jamais été une affaire d'ego. C'est une stratégie. Un moyen de protéger sa famille, d'assurer l'avenir de ses filles et de soutenir ses projets humanitaires. Mais derrière cet empire immense se cache quelque chose que le public ignore. Jelly n'a jamais voulu vivre comme un milliardaire. Il a voulu vivre comme un homme, qui a failli perdre la vie plusieurs fois, et qui a juré de ne jamais gaspiller un seul instant. Car pendant que ses maisons devenaient de véritables palais, son corps, lui, commençait à se briser. Et c'est là que commence la partie la plus bouleversante de sa vie. Contrairement à beaucoup de superstars du cinéma d'action, Jelly n'a jamais cherché à afficher une collection extravagante de voitures. Pour lui, une voiture n'a jamais été un trophée. C'est un outil, un moyen d'avancer, un moyen de rester en paix. Et pourtant, lorsqu'on regarde les véhicules qu'il possède en 2025, on comprend qu'il raconte une histoire profonde, bien plus importante que des marques ou des moteurs. Les voitures de Jelly reflètent sa philosophie, sa santé, sa transformation intérieure. L'un des véhicules les plus emblématiques de Jelly est une Bentley Continental Flying Spur. Pas la plus récente, pas la plus tapageuse, mais la plus silencieuse. Après ses premières crises de santé, Jelly développa une hypersensibilité au bruit. Les tournages, les foules, les applaudissements. Tout devenait douloureux. La Bentley, avec son isolation sonore presque parfaite, devint son cocon. Aucun moteur ne gronde. Aucune vibration n'agresse. C'est littéralement une voiture dans laquelle on peut méditer. Pour un acteur habitué à la brutalité des combats, cette voiture représentait une forme de guérison. L'autre véhicule qu'il utilise régulièrement est une Tesla Model S. Non pas pour l'image tech, encore moins pour le prestige.
mais parce que c'est l'une des voitures les plus calmes au monde. Pas de bruit. Pas d'odeur de carburant. Pas de secousse. Gélie choisit la Tesla parce qu'elle correspondait parfaitement à son mode de vie. Silencieuse, discrète, efficace, respectueuse de l'environnement. Il a souvent confié qu'après son combat contre la maladie, il voulait réduire au maximum son impact sur le monde. C'est la voiture qui surprend tout le monde. Alors qu'on imagine Gélie au volant d'une supercar, la réalité est tout autre. Dans sa vie quotidienne, il utilise le plus souvent une Lexus LS 500H, un véhicule hybride connu pour son confort et sa fiabilité. Gélie n'a jamais aimé attirer l'attention. Il voulait se fondre dans la foule. Pouvoir emmener ses filles à l'école sans attirer les regards. Pouvoir aller méditer dans les temples sans être suivi. La Lexus, c'est le contraire du luxe ostentatoire. C'est le luxe intelligent, discret, presque invisible. À travers ses choix automobiles, une vérité se dégage. Gélie n'a pas cherché des voitures pour impressionner le monde. Il a choisi des voitures pour préserver son corps, pour protéger son esprit, pour continuer à vivre en paix. Chaque véhicule raconte un chapitre secret de sa vie. La Bentley pour échapper au bruit qui l'achevait. La Tesla pour vivre en harmonie avec ses nouvelles convictions. La Lexus pour rester un homme normal, malgré une vie extraordinaire. Gélie, en 2025, roule dans le luxe. Mais un luxe apaisé, presque spirituel. Et pourtant, tout cela n'est rien comparé à la réalité bouleversante de sa santé. Car derrière la richesse, derrière les voitures, derrière les maisons, il y a un combat que l'argent ne peut pas gagner. Lorsque l'on évoque Gélie, beaucoup imaginent une montagne de richesses accumulée grâce aux blockbusters hollywoodiens, aux films asiatiques cultes et aux contrats publicitaires. Mais la réalité est beaucoup plus surprenante, parfois même choquante. En 2025, Gélie possède bel et bien une fortune colossale, estimée entre 250 et 300 millions de dollars. Mais contrairement à la plupart des grandes stars, sa relation à l'argent est très différente. Il ne vit pas pour accumuler, il vit pour donner, protéger et survivre. Dès les années 2000, Gélie devient l'une des stars asiatiques les mieux rémunérées de Hollywood. Pour L'Arme fatale 4, il touche 4 millions. Pour Romeo Must Die, près de 10 millions avec bonus. Pour The One, Kiss of the Dragon, Héros, les cachets explosent. À son apogée, il engrange entre 20 et 30 millions par an. À cela s'ajoutent les contrats publicitaires en Asie, les investissements immobiliers en Chine, des partenariats dans le secteur technologique, et même des parts dans des entreprises d'entraînement sportif. Sur le papier, une vie de milliardaire. Mais l'argent n'a jamais été sa motivation. Lorsque ses problèmes thyroïdiens s'aggravent brusquement, Gélie comprend quelque chose qui bouleversera ses choix financiers. Il ne peut pas acheter la santé. Il réalise que sa richesse ne sert à rien si son corps s'effondre. C'est le début d'une transformation radicale. Gélie commence à se retirer progressivement du cinéma, refuse des contrats millionnaires, privilégie sa santé, sa famille, et sa spiritualité. C'est à ce moment précis que son rapport à la richesse change pour toujours. En 2007, Gélie lance The One Foundation, une organisation humanitaire dédiée au secours après catastrophe et à la protection des enfants. C'est alors qu'il prend une décision incroyable. Il donne une immense partie de sa fortune à sa fondation. Certains disent 30%. D'autres affirment que c'était plus proche de 50%. Lui-même ne donne pas de chiffres, mais il dit cette phrase qui résume tout. Ce que je garde pour moi ne me suivra pas dans l'au-delà. Ce que je donne peut me survivre. Sa fortune personnelle chute. Mais son impact humain explose. Aujourd'hui, Gélie possède toujours des villas de luxe, des voitures prestigieuses, des investissements solides, et les revenus de ses films iconiques. Mais il n'est pas un homme qui accumule pour briller. Il utilise sa fortune pour financer des hôpitaux, soutenir des orphelinats, intervenir après des catastrophes naturelles, préserver des temples et lieux culturels, offrir une éducation aux enfants pauvres. Chaque dollar a un but. Chaque investissement est un acte de transmission. Et malgré cette richesse immense, Gélie vit aujourd'hui plus simplement qu'à ses débuts. Il porte rarement des marques de luxe. Il ne collectionne pas les montres. Il n'expose rien. Parce que dans sa tête, il sait une chose que peu de millionnaires comprennent. La vraie richesse, c'est la paix intérieure. En 2025, alors que Gélie profite d'une vie plus calme, loin des plateaux et du rythme effréné d'autrefois,
son influence continue de résonner partout dans le monde. Car Jet Li n'est pas seulement un acteur, ni même seulement un champion d'arts martiaux. Il est devenu un symbole. Un symbole de discipline, d'humilité, de maîtrise de soi et d'excellence artistique. Son héritage dépasse largement les frontières du cinéma. L'impact culturel de Jet Li commence par sa capacité à connecter l'Orient et l'Occident. Durant les années 90 et 2000, il fut l'un des rares artistes capables d'imposer un style profondément chinois dans un cinéma hollywoodien très codifié. Ses mouvements étaient rapides, précis, presque chorégraphiés comme une danse millénaire. À une époque où les effets spéciaux dominaient déjà, Jet Li rappelait que le véritable spectacle venait de la discipline humaine. Il a apporté une forme de réalisme et de noblesse aux films d'action. Mais son influence ne s'arrête pas à son esthétique. Jet Li a également inspiré plusieurs générations de pratiquants d'arts martiaux. À travers le monde, dans des écoles de kung-fu, dans les clubs de sport, dans les salles d'entraînement, des enfants ont commencé à pratiquer le wushu parce qu'ils l'avaient vu à l'écran. Son style fluide, sa posture parfaite, son contrôle absolu de l'énergie ont façonné un imaginaire collectif. En Chine, on dit même que Jet Li a fait plus pour la popularisation du wushu dans le monde que certaines organisations officielles. Il a rendu l'art noble, accessible et universel. Son héritage est aussi spirituel. Jet Li a toujours insisté sur la philosophie derrière les arts martiaux, la paix intérieure, la compassion, le respect. Ces valeurs l'ont suivi partout. Aujourd'hui encore, lorsqu'il apparaît dans des interviews, il parle avec douceur et sagesse, rappelant que la force physique n'est rien sans maîtrise mentale. Dans un monde où la vitesse et la violence prennent souvent le dessus, Jet Li incarne une version apaisée, presque zen, de la puissance. Sur le plan humanitaire, son impact est tout aussi impressionnant. Sa fondation, créée après avoir frôlé la mort lors du tsunami de 2004, poursuit en 2025 ses actions dans plusieurs pays, aide psychologique, soutien aux familles, projets éducatifs. Jet Li ne se contente pas d'être une star, il veut laisser quelque chose de tangible derrière lui. Une trace humaine, pas seulement cinématographique. À travers ses films, ses interviews, ses actions caritatives, Jet Li a construit un héritage complet. Il a inspiré les acteurs d'aujourd'hui, influencé la manière dont les scènes de combat sont filmées, donné une image moderne et respectueuse de la culture chinoise, et rappelé qu'un artiste peut être un pont entre les peuples. En 2025, Jet Li n'est plus seulement une légende du cinéma d'action. Il est un monument culturel mondial. Un homme dont la carrière raconte une histoire plus vaste que la sienne. Celle d'un enfant devenu champion, d'un champion devenu star, et d'une star devenue un sage respecté par des millions.